Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Renforcement de la coopération bilatérale entre le Burundi et les Émirats arabes unis dans le secteur minier. Le président Evariste Ndayishimiye a reçu en ce sens une délégation de l'entreprise International Holding Company. Le pays entend profiter de son expertise, notamment pour l'exploitation du nickel. Les voyants semblent au vert pour le Mali. La croissance du PIB devrait s'établir à plus de 5% en 2023 et 2024 selon les prévisions du Fonds monétaire international. Et puis Al-Ali décroche le titre de champion de l'édition 2023 de la Basketball Africa League. L'équipe égyptienne s'est imposée face aux Sénégalais de l'AS Douanes. Les détails à suivre dans ce journal. Mais tout d'abord, le bilan humain s'alourdit. Au Soudan, le nombre de victimes s'élève désormais à 866 parmi les civils. Des chiffres divulgués ce 28 mai par le syndicat des médecins soudanais. La même source a également dénombré plus de 3700 blessés. Un bilan qui ne cesse d'augmenter alors que les violences se poursuivent. Depuis le 15 avril, le pays est le théâtre d'affrontements opposant l'armée du général Abdel Fattah al-Burhan aux forces de soutien rapide du général Mohamed Hamdan Daglo. Les FSR qui ont d'ailleurs annoncé ce 27 mai être disposés à discuter d'un éventuel renouvellement du cessez-le-feu. Une nouvelle trêve entrée en vigueur le 22 mai, mais qui n'a globalement pas permis de faire taire les armes. Toutefois, une certaine accalmie a été constatée à Khartoum, selon une source issue du Comité international de la Croix-Rouge. Un calme provisoire qui a notamment permis au Programme alimentaire mondial d'acheminer de l'aide alimentaire arrivée ce 27 mai dans la capitale. Le Burundi entend exploiter davantage le potentiel de son secteur minier. C'est dans cette optique que le président Evariste Ndayishimiye a reçu en audience le 24 mai une délégation de l'entreprise International Holding Company. Outre le secteur minier, la compagnie basée à Abu Dhabi pourrait aussi investir dans le développement des infrastructures à Menechi. Le président du Burundi, Evariste Ndayishimiye, a reçu en audience une délégation de l'entreprise émirati International Holding Company dans le cadre d'un appel d'offres international lancé par le gouvernement pour l'exploitation du nickel. Classé parmi les 10 premiers pays au monde avec de grands dépôts en ressources minières, le Burundi dispose d'un grand potentiel sous-exploité et compte toutefois relever avec son partenaire les défis qui pèsent sur le secteur. Là, je citerai entre autres la réhabilitation des routes là où le besoin se présente, mais également la réhabilitation des ports et le réseautage avec d'autres ports internationaux en vue de l'exportation effective. Les Émirats arabes unis ont ainsi manifesté leur intérêt à partager leur expertise en matière d'exploitation de ressources minières, notamment l'or, le cobalt et le nickel. Outre ce domaine, un accompagnement sera fait en matière de renforcement des capacités des techniciens, sans oublier le volet accompagnement dans la mise en place des infrastructures pour une gestion efficiente de la commercialisation des produits exploités. Le chef de l'État les a accueillis chaleureusement et leur a souhaité la bienvenue et leur a également ouvert les portes des secteurs sectoriels qui sont concernés et a recommandé à ce que les discussions puissent être entamées au plus tôt afin de parvenir sur des cadres de coopération gagnant-gagnant. Le président burundais Evariste Ndayishimiye avait entamé en 2021 une réforme du secteur minier devant aboutir à l'acquisition des conventions gagnant-gagnant. Le gouvernement, dans son plan national de développement 2018-2027, a prévu une croissance d'au moins 11% en 2027 et les dividendes de ces minerais devraient jouer un rôle important dans l'économie nationale. Dans l'actualité également, Ousmane Sonko poursuit son retour vers Dakar au Sénégal. Parti depuis Ziguinchor, ville dont il est maire, sa caravane de la liberté est arrivée ce 27 mai à Vélingara, un parcours qui n'a pas été de tout repos. Des échauffourées ont en effet éclaté entre les forces de l'ordre et des partisans du leader du PASTEF. Les tensions sont telles qu'un homme de 37 ans est mort ce vendredi alors que le convoi était de passage dans la ville de Kolda.
Une information confirmée par le procureur de la ville qui précise que la victime est décédée des suites d'un traumatisme de l'abdomen par arme à feu. La ville de Tambacounda était également sous tension. Des membres de l'Alliance pour la République avaient envisagé de barrer la route au leader du PASTEF. En réaction à leur action, des partisans d'Ousmane Sonko ont érigé des barricades, mais ces militants ont été dispersés par la police. En Guinée, les journalistes haussent le ton contre les autorités de transition. Leurs cris de colère, des difficultés ou blocage d'accès à des sites d'information ou des réseaux sociaux, entre autres. Un mécontentement alimenté aussi par les propos du porte-parole du gouvernement, Ousmane Gawal Diallo. Le ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Économie numérique avait menacé de fermeture, je cite, « tout média tenant des propos de nature à saper l'unité nationale ». Reportage de notre correspondant à Conakry, Mamadou Mouktar Souari. En Guinée, suite aux propos du ministre Ousmane Gawal Diallo, porte-parole du gouvernement et ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Économie numérique, qui a menacé de fermer tout média ne respectant pas les exigences du gouvernement de la transition, la presse a décidé de marquer son mécontentement. Aux propos du ministre s'ajoute aussi le démantèlement des émetteurs du groupe de presse Afrique Vision et le brouillage des ondes de radio, Film FM et Joma, situation jugée inadmissible par les journalistes guinéens. Il s'agit d'atteinte à la liberté de la presse et nous n'allons pas en rester là. Nous allons nous battre comme M. Aboubakar l'a si bien dit. Nous allons nous battre, nous serons dans les rues pour vraiment dénoncer cela, que cela s'arrête. L'heure est grave, comme il a dit. En fait, nous sommes face à la menace de la liberté d'expression. C'est un des droits de l'homme. Voilà, c'est au-delà même de la liberté de la presse. Il s'agit de cela. Donc il faut qu'on se lève. En effet, jeudi 18 mai, le ministre Ousmane Gawal Diallo annonçait que les autorités feraient fermer tout média qui contribuerait à saper l'unité nationale. Une mesure rapidement mise à exécution. Première victime, le groupe Afrique Vision. Cette journaliste reporter qui a vu les émetteurs de son média arrachés nous raconte comment elle vit cet épisode difficile pour les médias guinéens. Vu la conjoncture, ils ont fermé, ils ont pris nos équipements, donc pratiquement nous sommes au chômage. Et nous ne travaillons pas actuellement. En tant que mère de famille, je demande au ministre Ousmane Gawal, franchement, de repenser et de nous remettre nos équipements parce que là, c'est une trentaine de femmes qui sont au chômage et aussi qui ont des enfants à nourrir, beaucoup de familles à nourrir des enfants. Après l'ex-ministre de la Sécurité du général Lansana Conté, Moussa Sampil, en 2005, Ousmane Gawal Diallo est le deuxième ministre de la Guinée à être déclaré ennemi de la presse. Les acteurs des médias entendent donc continuer la lutte pour faire reculer l'État. Dans l'actualité également, la rue grondée ce samedi 27 mai aux Comores. À l'appel de l'opposition, des centaines de manifestants se sont rassemblés en vue de protester contre l'opération Wambouchou, une opération confirmée en avril dernier par le ministre français de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Son but, lutter contre l'immigration illégale et la délinquance à Mayotte. À cet effet, quelques 1800 policiers et gendarmes ont été déployés sur place. Les protestataires ont également réclamé à ce que le gouvernement comorien clarifie sa position. Une requête formulée notamment par Fahmi Saïd Ibrahim, candidat malheureux à la présidentielle de 2019. Quelle perspective économique pour le Mali? Les prévisions données par le Fonds monétaire international sont encourageantes. L'institution estime que la croissance du PIB devrait s'établir à plus de 5% en 2023 et 2024. Le FMI émet toutefois des réserves en évoquant des risques liés à la situation sécuritaire notamment, mais aussi à des potentiels retards dans l'organisation des élections. Philomène Tine. Le Fonds monétaire international s'attend à une croissance de 5% en 2023, 2024 et 2025 au Mali, au dynamisme des exportations d'or et de produits agricoles. Cependant, l'économie malienne s'est montrée résiliente avec une croissance économique supérieure à 3,1% en 2021 et 3,7% en 2022, malgré les chocs auxquels elle a fait face ces 3 dernières années, ainsi qu'un embargo au premier semestre de 2022 selon l'institution internationale. 12 mois après la levée de l'embargo, nous avons quand même
une reprise économique au Mali. Donc, cette dynamique économique aujourd'hui a été renforcée par un plan d'urgence économique mis en place par le Mali dans le cadre du contrôle des effets collatéraux liés à l'inflation. Donc, voilà autant d'enjeux qui peuvent justifier aujourd'hui cette dynamique de croissance économique avec le retour à la confiance. Toutefois, les perspectives du FMI sur l'économie malienne peuvent être revues à la baisse. La détérioration de la situation sécuritaire, les retards éventuels de la présidentielle, la volatilité des prix internationaux des produits de base, le resserrement des conditions financières mondiales ou encore les risques liés au climat pourraient impacter négativement la croissance économique du Mali d'ici 2025. Donc, lorsqu'on regarde aujourd'hui la dernière notation des agences de notation internationales aujourd'hui, la dette malienne sur le marché international reste une dette aujourd'hui qui répond aux critères de convergence macroéconomique imposés par l'UEMOA aujourd'hui. Et depuis quelques mois, par ailleurs, faut-il notifier qu'il y a une certaine austérité budgétaire imposée par l'actuelle architecture nationale de la primature dans le cas de la réduction des voyages à l'étranger. Donc, tout cet embelli drastique de réduction des coûts budgétaires peut permettre au Mali d'atteindre une telle croissance économique. En outre, l'inflation au Mali qui a atteint 10% en 2022 sous l'effet des chocs engendrés par l'invasion de l'Ukraine par la Russie et par les sanctions régionales affectant les prix de l'énergie et des denrées alimentaires devrait descendre à 5% en 2023, notons auprès du FMI. Conflits, sécheresse et inondations, autant de facteurs qui ont provoqué le déplacement de centaines de milliers de personnes en Somalie. La situation est telle qu'en 130 jours, plus d'1 million de Somaliens ont été contraints de fuir leur habitation selon l'ONU. À ces chiffres alarmants s'ajoutent également plus d'1 demi-million d'enfants affectés par la malnutrition sévère. Gladys Momba. La Somalie bat le triste record du taux de déplacement de la Corne de l'Afrique. Plus d'1 million de personnes ont fui leur maison en l'espace de 130 jours, du 1er janvier au 10 mai 2023. Des déplacements forcés par les conflits, la sécheresse sévère et les inondations dévastatrices. Les fortes pluies du mois de mai ont causé des dégâts considérables dans certaines régions du pays, affectant au moins 900 000 personnes. Regardez la situation actuelle. Les eaux sont partout dans ma maison. Nous avons besoin de nourriture, d'abri et d'eau. Nous n'avons rien. Tous nos vêtements, nourriture et biens ont été inondés. Mes enfants étaient en danger. Mais Dieu merci, nous sommes en sécurité maintenant. L'amélioration des pluies commence à atténuer les effets de la sécheresse dans la région de la Corne de l'Afrique, mais elle apporte aussi de nouveaux risques et défis. Le nombre de déplacés internes en Somalie s'élève actuellement à plus de 3,8 millions, ce qui aggrave une situation humanitaire déjà précaire. 6,7 millions de personnes luttent pour satisfaire leurs besoins alimentaires et plus d'1 demi-million d'enfants somaliens souffrent de malnutrition sévère. C'est une grande tragédie de constater l'impact sur les personnes les plus vulnérables de Somalie. Elles sont les moins responsables du conflit et de la crise climatique, mais elles sont les plus durement touchées. Nourriture, abris, services de protection font partie des besoins urgents de la population, mais leur déploiement reste conditionné par les fonds récoltés par les agences d'aide humanitaire. Lors de la conférence organisée par l'ONU le 24 mai à New York, 2,4 milliards de dollars ont été mobilisés auprès de la communauté internationale. C'est un quart des 7 milliards de dollars initialement espérés pour apporter une assistance vitale aux personnes les plus vulnérables de la Corne de l'Afrique. L'actualité sportive à présent avec Al-Ahly sacré vainqueur de l'édition 2023 de la Basketball Africa League. Les Égyptiens se sont ici à la première place du podium ce 27 mai en dominant les Sénégalais de l'AS Douanes. Une victoire obtenue sur un score de 80-65. Retour sur cette finale avec cher Omar Kamara. Le champion égyptien Al-Ahly a remporté le titre de la 3e édition de la Basketball Africa League BAL en battant l'AS Douanes du Sénégal sur le score sans appel de 80-65 lors du dernier match du tournoi qui s'est tenu à Kigali au Rwanda. Éteinte par l'équipe d'Al-Ahly lors de la deuxième période, l'AS Douanes est tombée à la dernière marche du tournoi continental. Je pense que nous avons déjà très mal démarré le match dès les premières minutes de jeu. Crawford, il y a deux fautes qui se retrouvent sur le banc pendant 8 minutes. Et vous savez, c'est un élément très important dans notre dispositif, surtout offensivement. Nous avons essayé de changer de défense, mais il y avait trop d'incompréhension parce qu'on ne l'a pas très bien préparé, cette situation.
Les Sénégalais ont manqué d'adresse sur les tirs à 3 points, tout le contraire des Égyptiens qui ont enchaîné les tirs primés. Et ils ont fini par se détacher jusqu'au sifflet final grâce au Soudanais Anounoua Omar, désigné MVP du match. Mes coéquipiers me permettent d'être moi-même, de jouer librement et de jouer mon jeu. Lorsque les entraîneurs et les coéquipiers vous donnent confiance en tant que joueur, cela signifie que vous savez comment continuer à dépasser les attentes, surtout si vous leur faites confiance. Bien sûr, vous manquerez des tirs. Je sais, cela fait partie du fait de permettre des revirements et autres, mais je connais mes coéquipiers. Ils m'encouragent et me disent que tout ira bien. Alors, ils m'ont laissé jouer jusqu'au bout. L'inexpérience de l'AS Douanes en finale de la Basketball Africa League a très clairement coûté cher. Pour leur toute première apparition à ce stade de la compétition, les Gabalous se sont logiquement inclinés contre Al-Ahly, se contentant de la médaille d'argent. Al-Ahly succède ainsi l'US Monastir, champion de la BAL en 2022. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur Africa 24.